pour le moment, coup de gueule de Guillaume, et c'est un coup de gueule qu'on a tous ici. Oui, puisque l'homme qui a tué au volant le fils de Yannick Aleno, c'était il y a 2 ans maintenant, on rappelle en roulant à 120 km/h dans une voiture volée, là où la vitesse limitée était de 30 km/h, n'a pas été jugé pour homicide routier. C'était une mesure que réclamait son père Yannick Aleno. Il a été jugé pour homicide involontaire, et dans la notion d'homicide routier, il y a cette notion de volontaire qui pose la question de est-ce que quand on roule en état d'ébriété et en excès de vitesse, on fait ça de manière volontaire ou pas. Voilà. Alors ça, c'est une histoire folle. Et vraiment, j'ai une grosse pensée pour Yannick Aleno, que j'aime beaucoup d'ailleurs, vraiment qui s'est battu depuis des années pour cette histoire. Et c'est vrai que on pourrait faire, on va en parler dans un instant du verdict de Pierre Palmade aussi, puisque Tiffaine Nozière nous a rejoint. Merci Tiffaine Nozière d'être avec nous. Et on va parler de ça aujourd'hui. C'est vrai que ça, on en parle énormément en ce moment, et j'ai énormément de questions de téléspectateurs là-dessus. Et on a l'impression vraiment qu'il y a des cas qui sont, il y a 2 poids 2 mesures, ou je sais pas, c'est un petit peu, on a l'impression que c'est nous et notre chance en fait dans ces cas. Alors déjà, moi, il y a un truc, qu'est-ce qu'un homicide? Alors la question de l'homicide, c'est le fait de causer la mort d'autrui, et la question là vous posiez de la volonté. Parce qu'il y a l'homicide volontaire, c'est le fait de causer volontairement la mort de quelqu'un. Donc il y a une notion d'intention. Et ce que vous disiez, Guillaume, c'est la question de savoir sur un homicide involontaire s'il y a intention ou pas intention. Et là, en l'occurrence, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas intention quand vous êtes sur un homicide involontaire. C'est un manquement à une obligation de prudence, une maladresse, un manquement à une règle légale. Mais c'est évidemment pas toujours audible pour les victimes qui disent « mais pour moi, le résultat est le même puisque la personne est morte ». Donc qu'il se soit levé en voulant le tuer le matin ou qu'il ne se soit pas levé avec cette idée en tête, le résultat est le même. Alors, oui. Non, mais de ce que j'ai compris, dans homicide routier, on sous-entend que c'est pas si involontaire que ça et que ça aurait pu être évité. Ce que j'ai compris, c'est un peu ça le combat de Yannick Aleno aujourd'hui. Alors en fait, la discussion, c'est que vous avez l'homicide involontaire avec des circonstances aggravantes. Ce qui est le cas, et c'est ce pourquoi a été aujourd'hui jugé le meurtrier, effectivement, d'Antoine Aleno, le chauffard. Maintenant, la réforme qui était poussée par Yannick Aleno, c'était de dire il faut considérer qu'on ne peut pas entendre le terme involontaire, mais sans forcément remettre en cause la notion d'intention telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence. La notion d'intention, c'est vous voulez tuer quelqu'un. Vous visez une zone vitale, la tête, le cœur, voilà. Là, on ne peut pas considérer que c'est ce que voulait faire ce chauffard-là. En revanche, il a consommé, par exemple, des substances. Il a conduit de manière totalement imprudente puisqu'il n'avait pas de permis, en excès de vitesse, etc. Donc, vous aviez déjà, en fait, aujourd'hui, le cas de l'homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Mais ce qui est très fort dans ce que dit Yannick Aleno, c'est de dire non, on devrait créer une nouvelle infraction spécifique à ça, qui est l'homicide routier, pour répondre exactement à ces cas-là. Exactement. Alors, vous allez nous poser des questions sur quiz, sur un homicide volontaire ou non. C'est pas un quiz, mais bon, voilà, c'est quelques questions pour bien comprendre la différence entre homicide volontaire ou pas. Je pense qu'on l'a un petit peu dit. En fait, c'est vraiment cette notion, vous l'avez compris, cette question de l'intention. Je pense que ce qui peut-être vous poser comme question, c'est pour vous, parce que sur la question, on l'a vu avec Pierre Palmade, sur les blessures avec circonstances aggravantes et sur l'homicide involontaire, la question c'est, est-ce que vous savez ce qu'on considère aujourd'hui comme une circonstance aggravante? L'alcool et la drogue. Alcool, drogue, vitesse. Je vous pose la question parce que vous allez voir dans ce pourquoi plaide Yannick Aleno quel va être le changement. Alcool, drogue, sur personnes vulnérables, par exemple, ou sur personnes dépositaires de l'autorité publique, ça, ce sont quelques circonstances aggravantes. Alors, voiture, peut-être. Alors, vous avez, par exemple, ce qui est important, on dit l'alcool, mais il faut savoir aussi que le refus de se prêter à un contrôle, ça rentre dans la même chose. La vitesse, le fait de circuler au-delà de 50 km/h par rapport à la vitesse. Là, ce qu'on avait aussi dans le cas d'Antoine Aleno, le défaut de permis, défaut, retrait, suspension. Vol de voiture. Alors là, on avait le vol de la voiture. En plus, la voiture, il l'avait volé. Effectivement. Et après, dans le cas Palmade, vous avez la drogue. Et la récidive. Et la récidive. Oui, c'est ça. On voulait qu'on parle, par exemple, le fait de penser, de presser sur la queue de détente de l'arme au moment du tir. Est-ce que pour vous, c'est homicide volontaire ou involontaire? Volontaire. Volontaire? Si tu tires sur quelqu'un. Alors, Tiffaine Nozière. Alors, vous allez être surpris parce qu'en fait, dans l'intention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut démontrer à la fois
la volonté de tuer et la connaissance du résultat. Et en fait, dans cette jurisprudence-là, la personne qui avait présenté une arme n'avait pas réellement appuyé sur la détente, c'était plus un jeu pour faire peur. Et donc, elle n'avait pas, le tribunal a considéré qu'il n'avait pas conscience du résultat et qu'il ne voulait pas causer le résultat. Donc il faut que je dise un jour, si je tue quelqu'un, il faut que je dise que c'était pour lui faire peur que je jouais. Comme ça, c'est pas volontaire. En fait, il y a des expertises qui se mettent en place et en fait, on regarde par rapport à la pression qui était sur l'arme et par rapport au tir, à la trajectoire, etc. Et ça qui détermine si effectivement la personne, il y avait une réelle force de sa part et un impact qui justifie la question de l'intention. J'ai une question dans le cas de Yannick Aleno, de son fils. Le coupable a pris 7 ans de prison. Ouais. Ceux qui sont pour la sanction d'homicide routier, est-ce qu'ils réclament, est-ce que c'est une question de morale, juste de dire qu'il n'était pas involontaire, ou est-ce qu'ils réclament des peines plus lourdes aussi en termes de temps? Alors, justement, la réforme qui amène vers la question de l'homicide routier, vous n'allez pas avoir de changement dans les peines. Juste pour vous dire, sur un homicide, quand on est sur un homicide involontaire, la peine, eh bien, elle varie, encore une fois, c'est ce que je disais, suivant les circonstances, et ça peut aller de 5 à 10 ans sur l'homicide involontaire. Là, vous avez vu, il a eu une peine de 7 ans sur les 8 ans qui avaient été demandés par le procureur, sachant qu'en général, on est sur des peines, il faut être clair, qui sont moindres. En termes de durée, je regardais sur les bilans qui avaient été donnés. En général, sur un homicide involontaire avec circonstances aggravantes, à votre avis, la peine d'emprisonnement, elle est de quelle durée? 2 ans, 3 ans. 3 ans, oui. Elle est plutôt vers une durée de 2-3 ans. Et donc là, on a 7 ans. Et ce qui est prévu dans le nouvel homicide routier, c'est pas un changement sur la peine. En revanche, c'est un changement sur le champ d'application avec un élargissement des conditions. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Est-ce que vous avez une idée des circonstances aggravantes? Et est-ce que vous savez quelles sont les nouvelles, c'est vraiment intéressant, qu'on va faire rentrer dans ce texte? Ce texte qui, je précise, est passé uniquement au Sénat pour le moment et qui doit passer devant l'Assemblée. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être jugé là-dessus. Jean-Michel. Oui. Jean-Michel, vous vouliez poser une question? Je voulais poser une question. Oui, vous dites que c'est les peines, on risque de 5 à 10 ans dans le cas de ce chauffard. Il a pris 7 ans. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour avoir 10 ans? Parce qu'il remplissait toutes les cases, en fait. Il avait vol de voiture, excès de vitesse, alcool, tout. Peut-être non, pas de récidive. Comment on peut prendre 10 ans? Pas de récidive, peut-être. Il n'y a pas eu de récidive, je crois. Alors, ça, j'allais vous répondre, c'est toujours à l'appréciation du juge. C'est une question d'appréciation. C'est-à-dire, c'est une appréciation du juge qui, selon les faits, le cas, ce qui lui est présenté comme élément, je ne sais pas ce qui a été présenté en défense sur des gages de réinsertion, sur sa famille, j'en sais rien. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont présentés, ça reste à l'appréciation du juge. Et encore une fois, ce que je vous disais, la peine prononcée est supérieure à ce que vous avez en général en moyenne. Mais donc, est-ce que, justement, on plaide sur cet homicide routier? Ce sera les mêmes peines, mais avec un spectre beaucoup plus large. Ça veut dire beaucoup plus de gens qui pourraient être condamnés là-dessus. Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'effectivement, il y a un champ d'application beaucoup plus large de ce qui pourrait être rajouté comme circonstance. Interdiction de conduire, non? De détenir un permis? Oui, il y aura des peines complémentaires. Alors non, c'est plus qu'est-ce qui va être comme nouvelle circonstance aggravante qui n'existe pas aujourd'hui et qui vraiment concerne très facilement tout le monde. Ah oui? Ouais. Le téléphone portable? Le téléphone portable, exactement. Le téléphone portable, bien, ça va Géraldine, devenir... J'écoute. Franchement, Quoi? ça m'étonne. Non, franchement. Si. Oui, excusez-moi. Vous allez avoir le téléphone portable. Vous aviez, par exemple, aujourd'hui, vous avez le délit de fuite. Mais là, vous allez autre chose qui va rentrer, c'est la non-assistance à personne en danger. Ah oui, d'accord. Donc, pour effectivement imposer aux gens d'essayer d'aller secourir. Et il y en a un qui est intéressant, parce qu'on a parlé de l'alcool et des stupéfiants, mais c'est la consommation de psychotropes licites. Ah oui. Donc, ça veut dire les médicaments. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que je dis que ça va concerner un spectre plus large, ça ne changera pas la peine. Mais par contre, il y a beaucoup plus de personnes qui vont être concernées. Ce qui veut dire que si on provoque un accident en ayant pris un médicament et dans lequel, dans la notice, on nous prévient qu'il faut une vigilance accrue quand on prend la route, ça rentrera dans un cadre de circonstances aggravantes. Exactement. Et donc on ne parlerait plus d'homicide involontaire avec circonstances aggravantes, mais d'homicide routier. Oui, Gilles. Il y a quelque chose qui choque à chaque fois dans ces affaires, c'est que les gens ont une suspension de permis de conduire ou interdiction de conduire, mais par exemple pour 5 ans, pour 7 ans. Et là, dans ce projet de loi, ils militent pour un allongement de ces peines-là. Par exemple, on aurait une interdiction de conduire à vie quand on a fait ça. Ça, je trouve que ce serait une juste réparation. Que ces gens-là ne puissent plus jamais conduire. Ça sert à rien. Bah, ça sert à rien. Mais non, excusez-moi, hein, mais si le gars a fait un truc comme ça, il faut qu'il il purge sa peine en prison. Une fois qu'il sort de prison, si un permis de conduire va lui servir à travailler, laisse-lui son permis. Dès qu'il a purgé en prison, il faut qu'il se réinsère et qu'il ait une deuxième chance. Tu vas pas lui le plomber pour que ça devienne un délinquant ou un mec qui fout rien parce qu'il a pas de permis. Tu vas pas. C'est la prison, la justice, c'est pas.
Tiffany Ozier. Alors là, vous avez une interdiction dans le cas d'Antoine Aleno qui est de 5 ans, effectivement, interdiction de repasser le permis pendant 5 ans. Maintenant, de toute façon, des peines à vie, j'allais vous répondre quasiment dans le code pénal, on considère que c'est contraire aux droits de l'homme et qu'il n'y a pas de peine à vie. Ça avait été notamment traité au niveau européen sur la question de la perpétuité. Est-ce qu'on considère que c'est un traitement inhumain et dégradant? Donc les peines à vie, en fait, vous n'en avez techniquement pas. Alors, Tiffany, parce que normalement, j'ai un conducteur concernant, mais que là, comme ils ont posé énormément de questions, je ne sais plus du tout où on en est. Non, en tout cas, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui à l'affaire, que ce soit l'affaire Aleno ou à l'affaire Palmade, c'est qu'on voit qu'il y a des questions qui se posent pour modifier le droit en termes d'infraction routière, et ça se pose même aussi au niveau européen. Je ne sais pas si vous aviez suivi ce combat qui était porté par la joueuse de tennis fauteuil, Pauline Déroulède. Oui. Voilà. Et donc, il y a une autre question qui est posée aujourd'hui, qu'elle avait posée avec Karima Deli, qui était, elle, cette jeune femme, je rappelle, elle avait eu un accident puisqu'elle s'était fait renverser par, pareil, un chauffard qui était une personne âgée. Et elle a porté un combat qui était de dire il faut pouvoir, tous les 15 ans, passer un examen qui montre qu'on est en capacité de conduire un véhicule. Sachant que ça se fait tous les 5 ans chez les chauffeurs de bus et chez les chauffeurs routiers. Ouais. Et donc le combat a été porté au niveau européen. Est-ce que vous avez une idée de savoir si ça a été validé ou pas validé par les députés européens? Non, ça a été retoqué. Ça a été retoqué. Moi, je crois qu'ils ont écarté la proposition. Oui. Pourquoi il est fort. Et pourquoi, vous savez pourquoi ça a été écarté? Alors, ça pénalise les personnes. Je vais vous le dire dans un instant. Les questions financières, ça coûte de l'argent à des personnes qui sont à la retraite, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, non? En fait, c'est la question de la problématique de l'assignation à résidence, en disant pour les personnes âgées qui sont situées dans des zones où il n'y aurait pas de moyens de transport en commun, eh bien, il y aurait une difficulté parce qu'ils ne pourraient plus rouler. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant... je me permettrais de circuler à rien à voir? Non, parce qu'il a été dit aux États qu'ils avaient la possibilité pour les citoyens de s'auto-évaluer. Bon, maintenant, je pense que ça reste quelque chose, l'auto-évaluation. Comme l'auto-certification, ça soulève question. Mais il a été dit aux États membres qu'ils pouvaient, s'ils le souhaitent, même si la position n'a pas été prise au niveau européen, d'instaurer cette visite obligatoire au bout de 15 ans, donc à voir quelle sera la décision de la France. Il faut se souvenir que plusieurs associations avaient fait valoir le fait... avaient fait valoir le fait que les accidents mortels avaient plus été provoqués par des jeunes sous l'emprise de stupéfiants que par des personnes âgées. Je me souviens très bien d'un débat là-dessus. Alors, sur l'empire des stupéfiants, vous avez juste... L'emprise de stupéfiants. Sous l'emprise de stupéfiants, juste sur les statistiques, si on compare avec 2022... entre 2022 et là, il y a plus de 18% quand même d'accidents liés aux stupéfiants. Il y a la question de la détention provisoire aussi. Je me rappelle du meurtrier de la petite Camilla qui était à moto, qui, je crois, n'ira pas en détention avant son procès. Là, je crois qu'il n'a pas été en détention non plus avant le procès. Est-ce qu'on n'est pas trop clément avec ces gens-là? Est-ce qu'il ne faut pas les emprisonner directement, ne serait-ce que pour les sanctionner? Et aussi parce que, de fait, en prenant la voiture alcoolisée ou en ayant des conduites dangereuses, ils sont des dangers publics. Alors la question de la détention provisoire, encore une fois, on parlait tout à l'heure de l'appréciation du juge, il a tout un tas de critères à regarder et à apprécier. Il faut savoir qu'avant une condamnation, pourquoi souvent un juge des libertés évite la détention provisoire, c'est que si jamais derrière la personne n'est pas condamnée, ce qui peut arriver, parce qu'elle peut être innocente, parce qu'il peut y avoir des vices de procédure, si jamais il y a une détention provisoire, on va aller chercher déjà la responsabilité de l'État. Ensuite, il y a d'autres outils qui peuvent être mis en place, et notamment sur cette personne qui n'avait pas été placée en détention provisoire après avoir tué cette petite fille. Le sujet, c'était qu'il avait un travail, une famille, et qu'en l'état, il valait mieux le maintenir dans cette situation, avec une interdiction de conduire et de pointer au commissariat, plutôt que de le mettre en détention provisoire. Tiffany Ozier, est-ce que je peux vous poser une question? Vous me dites si vous pouvez répondre ou pas. Sur Pierre Palmade, est-ce que vous trouvez que la peine est conforme, ou est-ce que vous trouvez que c'est sévère ou pas sévère Alors, sur Pierre Palmade, j'avais regardé un petit peu les statistiques. Donc, Pierre Palmade, c'est 5 ans d'emprisonnement ferme. Et ce que j'avais regardé sur le bilan qui avait été fait en 2022, c'est que vous avez des peines d'emprisonnement qui sont prononcées dans 81% des cas sur des blessures avec les circonstances aggravantes. Sauf qu'en réalité, 76% sont assortis d'un sursis total. Ça veut dire que si l'emprisonnement est prononcé, dans 76%, il y a un sursis. Et on tombe à 13% quand elles sont réellement sanctionnées par de la prison ferme. Donc effectivement, quand on regarde, et la moyenne, elle est à peu près de 8 mois d'emprisonnement sur ça. Donc quand on regarde la sanction qui est la sienne,
techniquement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, elle est plus importante que ce qui se fait habituellement. D'accord, mais c'est important d'avoir ces chiffres parce que on a tout dit sur ce verdict. Donc il n'y a pas eu un traitement de faveur, loin de là, puisque c'est ce que nous démontre Tiffany. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou une dernière question ou tout est bon Tout est bon. Non mais je sais pas. Oui, Patrick. Moi j'ai une dernière justement sur l'affaire Pierre Palmade. Les deux qui se sont sauvés de la voiture. Vous parliez de le délit de fuite. Ils ont eu quoi par rapport à la nouvelle loi? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Parce que ils auraient pu sauver peut-être une situation. Moi, je trouve que quand tu as un accident comme ça, te sauver en courant pour rentrer sur Paris et faire comme si j'étais pas là, ils ont quoi, ces gens-là? Ils peuvent avoir non-assistance à personne en danger. Le fait d'être partis. Après, je ne sais pas s'ils ont été effectivement poursuivis ou pas. En tout cas, ça pourrait rentrer dans ce caractère. Dans la nouvelle loi. Mais même déjà aujourd'hui, il pourrait être poursuivi c'est quand même dégueulasse à personne en danger. De la même manière que si vous avez connaissance d'un crime et que vous ne le dénoncez pas, ce qui est plus fréquent que ce qu'on croit, eh bien, vous pouvez être condamné. Alors même que vous n'y avez pas participé, mais vous le savez, vous ne l'avez pas dénoncé. Il y a Polska qui voulait poser une question. Alors j'ai une question par rapport quand c'est quelque chose de prémédité, c'est comme ça qu'on dit? Prémédité, oui, exactement. Alors, imaginons par exemple, demain j'apprends mon mec il a fait une dinguerie, je l'écrase sur le coup. Et dans une autre situation où je planifie la chose. Ne vous faites pas justice vous-même. Je planifie la chose, pourquoi quand c'est planifié, c'est plus grave alors que dans les deux cas la personne elle meurt? Alors dans les deux cas, vous avez l'intention de tuer, on est d'accord? Sauf que dans un cas, ça vous a pris le matin, vous vous êtes levé, vous vous êtes dit tiens, j'ai découvert ça, je prends ma voiture, je vais rouler. Alors que dans l'autre, vous avez organisé tout, peut-être un guet-apens, une manière de faire. Et donc là, la préméditation, on passe non plus dans l'homicide volontaire, mais dans l'assassinat. C'est deux choses différentes. Maintenant, c'est déjà arrivé, parce que je me rappelle d'un dossier d'une jeune femme comme ça qui avait roulé pendant plusieurs mètres avec son ex-mari. Et elle a indiqué qu'il n'y avait pas d'intention. Et le tribunal a dit si, parce que vous avez quand même roulé plusieurs mètres avant de vous arrêter, donc on peut considérer que là, il y avait intention. Je crois que c'était pas un cas de quelqu'un qui était resté en vacances avec une. C'était pas du tout le même cas. Donc la notion de crime passionnel, ça existe toujours, ça? Ah oui. Parce que souvent, à l'époque, on disait crime passionnel, ça allégeait parfois la peine. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est une notion qui est restée très longtemps, effectivement, et qu'on entend souvent. La notion de crime passionnel, c'est le fait de dire quelque part que le crime a été déclenché parce qu'il y a de l'amour, il y a de la passion, et donc ça a déclenché. Et il y avait une forme peut-être de bienveillance inconsciente autour de ça, en disant oui, mais la personne, en réalité, elle ne voulait pas, elle a été dépassée par sa folie. Aujourd'hui, plus du tout. Parce que notamment ça a été une excuse trop souvent donnée, comme j'ai consommé de l'alcool, j'ai consommé des stupéfiants, oui mais j'étais trop amoureux, j'étais trop fou. Et là maintenant c'est absolument plus du tout accepté comme une excuse, même au contraire, et notamment c'est ce qu'on voit dans les féminicides, où ça fait c'est totalement exclu comme excuse. Merci Tiffany Nozière. C'est bon, vous avez quelque chose d'autre ou bien? Merci, on a tout fait. Parce qu'on n'a rien suivi, mais bon, on a tout fait quand même. Donc voilà, prochaine fois, pas besoin de déconner ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.